mâcher des bouts de verre dans ta bouche. C'est quoi ce coworking? Il y avait en fait une charmante dame, c'était plus la fête que la vente. Bon ben Seb, bienvenue dans In the Jungle Merci beaucoup. pour l'épisode 3. Je suis très content de te recevoir aujourd'hui. Alors toi tu es le Managing Director de The Office à Luxembourg. C'est ça. Aujourd'hui tu vas un peu nous raconter la genèse de The Office et quand tu es arrivé, ce que ça devient aujourd'hui. Ouais. Et puis Ok. avant ça, je peux peut-être te laisser te présenter, nous raconter un peu qui tu es, ce que tu as fait comme parcours studieux, comme début de carrière professionnelle. Ok. Alors moi je suis Sébastien Van Overtveld, parcours studieux plutôt dans l'ingénierie, le design, comme on a discuté tout à l'heure, on a appris à dessiner avec des feutres et pas avec des ordinateurs. Alors on a vu beaucoup évoluer depuis le temps jusqu'aujourd'hui. À côté de l'ingénierie, de l'économie à l'université. Puis commencer à travailler très rapidement dans le design, créer des produits de PLV, installation de magasins, rester beaucoup dans la fabrication de meubles, aménagement de bureaux, de studios. Et puis de là-bas, rouler dans des aménagements pour un petit concurrent actuel à nous au Luxembourg, faisant des aménagements de bureaux de Régus. La fibre commerciale a commencé à me chatouiller un petit peu. Je suis retourné en Belgique, travailler dans des business centers à Anvers, aux Pays-Bas. Les Pays-Bas étaient vraiment cool. C'était plus la fête que la vente, mais on s'amusait bien jusqu'au moment de dire, bah voilà, le Luxembourg, c'est quand même intéressant. On était avant 2008, le business était florissant au Luxembourg, beaucoup moins de contrôle AML, KYC qu'aujourd'hui, et comme ça, je suis arrivé au Luxembourg. Et un jour, je vois sur les réseaux sociaux petite société qui commence avec un truc qui s'appelle coworking. Nous, on pensait que coworking, ça se passe à New York, ça se passe à Berlin, mais pas au Luxembourg. Étant en fait directeur à l'époque là-bas, je voulais vraiment savoir c'est quoi ce coworking. Je me présente dans ce coworking en tant que client potentiel, très intéressé, tout ça. Et il y avait en fait une charmante dame qui apparaît être la fondatrice de ce coworking, qui s'appelait The Office. Étant belge et honnête, je n'arrivais pas à surmonter le fait de lui dire bah, ok, bon, je travaille pour votre concurrent et en fait je viens regarder. Alors du coup j'étais blacklisté pendant une année de Office où il faisait des événements où tu pouvais manger une focaccia au saumon, des choses comme ça. Et à un moment décidé de partir chez Régus pour travailler ensemble avec l'actuel CEO de The Office, Goscha Kramer. Et de ce moment-là, de petit à petit, le business a commencé à se développer, soit par besoin, soit par opportunité. Avoir un premier immeuble, avoir un deuxième immeuble. Il y a 3 ans, on a pris un troisième immeuble ici au Luxembourg. Et aujourd'hui, on va se lancer dans un nouveau projet qui est le coworking médical ou business center médical, parce que on n'est pas du software as a service, mais on est du bureau as a service, on est du centre médical as a service, parce qu'il y a une manque énorme de médecins au Luxembourg. Et quand je regarde tout ce qui se passe dans le monde de médecine, de la prévention, comparant ça avec Pologne, la Corée, la Chine, on est vraiment un peu en arrière. Mais on a énormément de capacités de développement, on a énormément de capacités de financement au Luxembourg. L'idée, c'est vraiment d'avoir un lieu avec beaucoup de médecins,
mais en dessus, un coworking health-tech sponsorisé, financé par des sociétés dans les health-tech, mais avec des vraies applications, pas que des apps sur un téléphone, des vraies machines, du vrai développement pour, ensemble avec une partie AI, optimiser en fait ce qu'on appelle aujourd'hui le secteur médical. Ok, c'est un projet ambitieux. Tu nous en diras plus encore un peu tout à l'heure. Certainement, certainement. Petite question qu'on pose à nos invités. L'entrepreneuriat pour toi, si tu devais le décrire en 3, 4, 5 mots, qu'est-ce que ça représente pour toi? En première instance, c'est beaucoup de liberté, beaucoup de plaisir. Le plus important, c'est de choisir quand on travaille. Peut-être parfois on travaille beaucoup, beaucoup, mais on arrive à mettre dans nos journées aussi les choses qui sont très importantes sans forcément devoir penser aux horaires. C'est la prise de risque. Mais l'entrepreneuriat, c'est aussi, et ça, on se rend compte petit à petit, c'est un endroit très très seul. Je me suis rendu compte que, par exemple, le comptable, c'est une sorte d'administration, mais qui ne prend pas de responsabilité. Il ne sait pas tout. Il est dans son domaine. Tel que l'avocat, il est dans son domaine. Le fiscaliste, il est dans son domaine. Et en tant qu'entrepreneur, tu es censé d'être dans tous les domaines. Et à la fin de la journée, mettre ta signature sur quelque chose et prendre toute la responsabilité de quelque chose. Là où le plupart de notre système économique, il y a des gens qui n'ont pas envie de prendre une responsabilité, ou tout ça. Mais la plupart de la société ne prend pas de responsabilité. L'entrepreneur, lui, il le fait. C'est lui qui dort pas la nuit. Parfois, c'est lui qui fête aussi la nuit. Pour moi, c'est ça l'entrepreneuriat. Le côté seul, je l'ai aussi ressenti dans mes débuts ici, Ouais. et surtout face à certaines situations ou certains problèmes où c'est tellement complexe, ça mêle tellement de choses que c'est difficile, même avec ton entourage, en fait, d'expliquer tous les tenants et aboutissants et pourquoi tu es dans cette situation, pourquoi C'est ça. c'est compliqué d'en sortir, Ouais, et c'est frustrant parfois de pas. Mais bon, je dis toujours, ça fait partie du jeu. C'est comme dit Elon Musk, être start-up et entrepreneur, c'est comme mâcher des bouts de verre dans ta bouche, parce qu'il n'y a personne d'autre qui va les mâcher et t'es le dernier pain dans ton business quand il n'y a plus rien qui fonctionne. C'est toi. Mais quand tout fonctionne, c'est toi aussi. Ouais. Et l'équipe, si tout va bien. Raconte-nous un peu la genèse de The Office, depuis quand tu es arrivé, quels ont été les gros milestones, est-ce qu'il y a un historique comme ça, tu peux nous faire le track record? Bien évidemment, comme on est dans un modèle de croissance, chaque petit point qui génère de la croissance pour nous, c'est un petit milestone. Hein. Chaque nouveau client est un milestone pour nous. Parce que d'ailleurs, nous n'appelons pas nos clients des clients, on les appelle des membres. Chaque membre choisit de venir un peu à la maison chez nous. Je me souviens, vous étiez là aussi. Les gens, ils arrivent le matin, ils mangent, ils boivent du café avec tous les autres gens. C'est ça la vraie satisfaction du coworking. Ouais. C'est ça qui distingue notre métier ou la façon dont ça a été concipié par notre fondatrice. C'est ce côté humain qui donne ces milestones. Puis évidemment, chaque nouvel immeuble, chaque nouveau contrat, c'est des milestones. C'est quand on voit que les gens à qui tu parles dans la rue, ou à des events, ils regardent l'étiquette, ils disent « Ah, The Office !» Ouais, ça fait du plaisir. Et ce milestone, non, mais c'est une certaine reconnaissance. Ok. Ouais. Et toi, quand tu es arrivé, la société, elle en était à quel stade? Parce que nous, on a connu ça il y a quelques années, mais tu étais déjà là. Et c'était quoi les débuts quand tu as pris tes marques?
les Ah. premiers challenges auxquels tu as dû faire face Bah, il y a une partie que j'ai pas racontée, c'est que avant de commencer chez The Office, je suis resté pendant quelques mois en tant que coworker. Et le plus grand challenge, c'était de trouver le meilleur endroit dans l'espace pour être à l'aise et le garder. Ce qui m'a surtout marqué, c'était qu'à l'époque, je rentrais chez The Office, je me sentais à New York. Euh, Ok. et les choses étaient très simples. Simples dans le sens que on acceptait tout. S'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, bon, c'est pas grave, ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, il y a maintenant presque 6 ans, les choses ont changé. Les membres sont devenus plus demandants. Tout doit fonctionner beaucoup plus correct. Et je pense que ça c'est à un certain point, j'ai beaucoup collaboré avec les équipes qui travaillent à Office pour, pour professionnaliser petit à petit, mettre en place des systèmes dans un monde où tout va terriblement rapide. Et par rapport à ce que tu faisais avant chez Regus, tu as Mhm. pu appliquer des choses que tu avais appris, des process, ou bien est-ce que c'était deux univers totalement différents? Quand on recrute des gens aujourd'hui, on essaie toujours de trouver des gens qui ont passé quelque temps dans un corporate. Parce que à côté d'une rigidité que nous, on veut enlever, eux, ils arrivent avec une certaine discipline. Hein. Et ça, c'est un point qui m'a aidé beaucoup d'avoir la discipline de faire certaines choses dans le développement de The Office. Au niveau commercial, au niveau comptabilité. Parce que quand tu commences une structure comme The Office, avec très très peu d'argent, tu peux pas avoir tout en une fois. Tu peux pas avoir ton CRM, ta facturation automatique, ça ne fonctionne pas. The Office, c'est né avec Goshia. Mhm. Euh, elle a démarré comment? Elle a fait des levées de fonds, elle a démarré tout en fonds propres. Ça prend où sa genèse? La plus grande majorité des fonds pour le démarrage de The Office étaient des fonds de Gaucha, avec son co-founder à l'époque, mais c'est que des fonds privés. 90% des affaires de notre activité est en fait liée au mètre carré. Alors, par définition, la croissance s'arrête quelque part. On peut augmenter les services, on peut ajouter des services, on peut augmenter le prix, mais ça s'arrête quelque part. 600 mètres carrés, c'est trop petit pour un CEO. Il faut, il faut plus. Les clients eux-mêmes ont des demandes. Nous avons actuellement, nous opérons 6000 mètres carrés en centre-ville. Nous avons des clients qui ont commencé il y a 5 6 ans en tant que coworkers indépendants, qui sont passés de Office Charlotte à The Office City, d'une personne indépendante à une équipe de 4 qui sont aujourd'hui dans notre troisième lieu, et ils sont 15. Alors de l'un côté, une besoin de croissance économique, mais de l'autre côté, et ça c'est très agréable à voir, la croissance de nos membres. Et ça veut dire quelque part que le concept fonctionne. On arrive à croître ensemble avec nos membres, ce qui prouve un peu la flexibilité que nous avons. Nous, on était donc à The Office Charlotte et on a vu une évolution aussi dans le style de tout à l'heure. Tu disais c'était très à l'américaine, très brut, etc. C'est Mhm, ça aussi qui mhm. nous avait attiré à l'époque. C'était donc volontaire de monter le standing des bureaux à chaque fois et de ne pas reproduire quelque chose de plus industriel ou... Alors, une partie de l'ADN de Office, c'est que on opère dans des immeubles
qui ne sont pas forcément ESG. Ouais. Comme d'ailleurs pas mal d'immeubles au Luxembourg, c'est des vieux immeubles. Voilà. Par contre, on a tout de même une obligation d'être écologique et une très très grande partie des aménagements de office, les cloisons, le câblage, les dalles, tout ça, on va beaucoup travailler avec des produits recyclés. Si c'est pas possible, on va acheter du mobilier avec lesquels on peut faire du upcycling après. Et là, bien évidemment, quand on fait du recyclage, on est un peu lié avec les produits qui sont disponibles à ce moment-là. Voilà. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, faire la même, je ne sais pas si je peux utiliser le mot, mais la même sauce de partout, il y a déjà assez de concepts qui ressemblent partout dans le monde à la même chose. Ouais. Il n'y a pas d'utilité. Et troisièmement, est-ce que dans notre dernier projet d'Office Suits, nous avons vraiment voulu créer quelque chose qui se distingue des bureaux normaux. Par exemple, les tapis sont blancs. Les cloisons sont habillées avec de la liège ou avec du feutre. Tous des produits recyclés ou recyclables. Et en plus de ça, on a une collaboration avec une société hollandaise qui nous livre des plantes. Je ne vais pas dire que ça ressemble exactement à ici, mais on met énormément de plantes. Parce que c'est aussi une prise de conscience. Les gens, ils ont besoin de plantes. Aujourd'hui, il y a quelques semaines, je vois notre conseiller en plein centre-ville, les plus beaux bureaux qu'on peut s'imaginer, ou dans tous les cas, un des plus chers. Et le conseiller disait, nous n'avons même pas le droit d'avoir une plante dans notre bureau. Nous avons des plantes dans nos bureaux. Et ça fait du bien. Aujourd'hui, c'est quoi les ambitions de The Office? Donc tout à l'heure, tu parlais du centre médical. Est-ce qu'il y a des ambitions encore au-delà de ce projet? Moi, je sais une chose, c'est que après chaque nouveau immeuble, on en a fait maintenant 3 en 6 ans. Ça fait un tous les 2 années. Dans le board, on se dit, l'année prochaine, vous ne m'amenez rien comme projet. Et chaque année, il y a, il y a un autre projet qui arrive. Non, comme j'ai dit, nous restons dans une optique de croissance. Ce que nous, on veut faire, on veut être un lieu où de plus en plus, on aide les gens à connecter. Cette connexion, c'est quelque chose qui évolue. Ça évolue par la digitalisation, ça évolue par à quoi ressemblent les espaces. On veut continuer à renforcer les bases de The Office. C'est connecter des gens, connecter des entrepreneurs, leur aider à croître. Et à côté, bien évidemment, du centre médical qui vient aussi avec des étages de coworking, qui vient aussi avec des étages de business center, qui vient aussi avec un centre de convention de 250 places et une batterie de salles de réunion. Pour le moment, l'important, c'est d'aboutir ce projet, de le faire réussir et de ramener au Luxembourg des nouvelles connaissances au niveau médical, au niveau prévention, pour tout simplement contribuer à la petite société luxembourgeoise qui nous a donné tout de même pas mal de chance en tant qu'étranger, parce que a priori je suis un étranger ici, mais j'ai ma fille qui va à l'école ici, qui a son éducation ici. Je pense que c'est temps, à côté des impôts, d'aussi redonner quelque chose à cette société. Je suis d'accord. Ouais. D'accord.
dans les grandes étapes, vraiment, l'ouverture du restaurant, le changement du restaurant vers le vegan, etc. Ouais. Est-ce que tu aurais une espèce de timeline où on pourrait un peu retracer les grandes parties? Les 6-7 années de Office, en termes de milestone, ont été marquées par une coupure qui s'appelait Covid. Comme beaucoup de sociétés avant Covid connaissaient une croissance, alors on a eu un point obligatoire imposé de réflexion de qu'est-ce que nous sommes en train de faire. De l'un côté, bien évidemment, une baisse de fréquentation des lieux. De l'autre côté, à cette époque, et encore toujours, dans le groupe de The Office, il y avait un restaurant. Nous nous sommes mis aux boîtes et aux livraisons comme tout le monde. Ce n'était pas un milestone, c'était une nécessité qui a aujourd'hui contribué à que les livraisons, ça reste encore 50% du chiffre d'affaires de notre restaurant. Je crois que sans Covid, on n'aurait pas eu Deli, ni Uber Eats, tout ça. Mais pour nous, ça a été un milestone. Le plus grand milestone qu'on a eu au niveau du restaurant, c'était la décision de devenir un restaurant vegan. Nous avons arrêté du jour au lendemain tout ce qui est œufs, beurre, viande, poisson. Et c'est avéré quelque chose qui plaît beaucoup aux gens ici au Luxembourg. Cette prise de conscience de manger différent. Pour nous, c'était une grande chose parce que on ne savait pas qu'est-ce qui allait se passer. Donc, je peux vous le dire maintenant, on a perdu tous nos clients. Pourquoi? Tout le monde qui venait chez nous est arrêté de venir et on a renouvelé la clientèle avec des gens qui apprécient le vegan. Je vais dire comme ça. Ok. Ça, c'était vraiment un milestone. Après, t'es passé de... Comment il s'appelait le grand barbu là, qui faisait des super burgers. Et puis d'un coup, on est passé aux œufs qui n'étaient pas des œufs. Et moi, j'ai tout goûté. Hein. Je dois être le seul client qui est resté fidèle de bout en bout. Oui, c'est vrai. Le non-egg sandwich. Ouais, qui était excellent. D'ailleurs. En fait, c'est de ta faute si j'ai pris du poids depuis que j'entreprends. Ah oui, moi. oui. Non, mais en termes de milestone, je pense que 7 ans, c'est très court pour parler de milestone. Je crois que les plus grands milestones, nous sommes en train de les réaliser aujourd'hui. Je pense qu'un très grand milestone et reconnaissance du marché ou des individus, c'était le fait que Maurice Lévy a investi dans The Office. C'est qui Maurice Lévy? Maurice Lévy, c'est le fondateur de Vivatech en France. Ok. Qui était d'ailleurs il y a quelques semaines à Nexus 2050, qui a rencontré M. Battle, tout ça. Quand une personne comme ça accorde à une société, ou plutôt aux individus qui gèrent la société, quand des gens comme ça te confient des budgets et te font confiance. D'ailleurs, juste pour préciser, la confiance a été donnée initialement à Gaucha. C'est un milestone. On peut juste revenir sur le restaurant. La restauration, en tout cas, c'est quand même quelque chose de particulier. Il y a certaines normes, il y a plein de choses à apprendre. Tu peux aussi nous raconter quelques anecdotes sur des choses que vous avez dû faire face ou découvrir au fur et à mesure? Les meilleures anecdotes, en fait, vous connaissez les programmes où Gordon Ramsay rentre dans une cuisine. Hell Kitchen? Hell's Kitchen, Ouais. ou Philippe Etchebest qui rentre dans une cuisine, il ouvre un frigo, il trouve un steak, voilà. Des choses comme ça. Et puis tu vois le patron du restaurant il n'a rien vu venir. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que quand tu n'es pas tous les 2 jours en train de vérifier tes frigos, ça peut arriver à
tout restaurateur. Voilà, ça. Bon, on n'a jamais eu on n'a jamais eu des soucis de hygiène parce que nous sommes tellement contrôlés ici au Luxembourg qu'on ne l'a pas. Voilà. Puis il n'y a plus de steak parce que c'est vegan. Donc, Voilà, plus de steak parce qu'effectivement, c'est vegan. Non, je me souviens d'une anecdote où on faisait à l'époque, on faisait encore un peu de viande pour des événements et on avait un cuisinier, comment dire, avec une formation assez rurale et il devait faire un barbecue. rural. Alors ce cher monsieur a tellement fait brûler le barbecue que les clients ont appelé, non, les voisins ont appelé les pompiers. Tellement c'était grand et grossier. Voilà. Bon, écoute, on peut maintenant peut-être reparler un peu de ce fameux centre médical. Est-ce que tu peux nous en dire plus, nous raconter un peu les ambitions à terme ou où est-ce que le projet en est C'est la partie médicale qui porte tout le projet, qui porte le coworking Haltech. D'ailleurs, il y aura toute une zone de lounge pour les médecins en penthouse de l'immeuble. Mais nous voulons vraiment créer des interactions entre les startups qui voient ce qui se passe dans la pratique, avec à côté un lieu de conférence, mais aussi un lieu de formation où des sociétés d'équipement médical peuvent former des gens. D'ailleurs, il y a un hôtel dans l'immeuble de 200 chambres. Nous sommes placés à côté de l'aéroport. Alors, c'est hyper facile d'arriver avec l'avion. Vous allez dans l'hôtel, vous faites des formations, des conférences. Et l'hôtel va faire partie du complexe ou c'est quelque chose de séparé? Non. L'hôtel fait partie du complexe. Projet. Voilà, Okay. exactement. C'est un genre de grand campus, en fait, avec un campus interconnecté, quoi. C'est ça, c'est un campus, mais privé. Voilà, il y a aussi il y a un Deleuze dedans, des parkings, des restaurants, des bureaux. On a même une crèche qui est dans l'immeuble aussi, qui sera ouverte jusqu'à 11h le soir. Alors pour vraiment... Parce que comme on voit au Luxembourg, on a plein de gens qui travaillent très tard parce qu'ils travaillent avec New York, par exemple, ou l'inverse. Alors tout ça sera possible là-bas. Maintenant, on veut avant tout être un hub, une initiative privée où on va créer de la valeur ajoutée pour notre société. Ouais. Où on va essayer de l'un côté combler le trou et le manque de médecins qui sont disponibles, donner la chance aux médecins étrangers. Je donne un exemple. En Pologne, il y a une très très bonne éducation dans tout ce qui est infirmière. En Roumanie, ils ont de très bonnes formations en médecine, sauf qu'il n'y a pas de travail. Ça va renouer les liens avec plusieurs pays. Et donc, toi, dans ce projet-là, que tu as le même rôle qu'aujourd'hui dans The Office, quel est... Oui, alors aujourd'hui, depuis un mois, j'ai quitté mon rôle opérationnel dans The Office jusqu'à aujourd'hui. Et je vais gérer le projet du centre médical. Ok. Non, mais nous sommes ravis d'avoir trouvé sur ce marché des partenaires qui valorisent l'expérience des sociétés comme The Office, que ces mêmes partenaires investissent dans un tel projet. Parce qu'autrement, pour des sociétés dans notre métier, nous sommes toujours face à des propriétaires qui préfèrent AAA+, côté locataire, avec 6 ou 12 mois de garantie, au lieu de prendre un peu de risque pour avoir des nouveaux business au Luxembourg.
Et ensemble avec nos partenaires, on a pu réaliser cela un peu en dehors du modèle traditionnel qu'on connaît au Luxembourg. Ok. Et dernière question par rapport à ce secteur-là, est-ce que au niveau gouvernemental, est-ce que vous êtes le projet est poussé? Est-ce que il y a des restrictions? Est-ce qu'il y a des nouvelles choses à apprendre, un peu comme dans l'ORECA où tout à l'heure on parlait Oui. des normes d'hygiène? Est-ce qu'il y a toute une série de choses auxquelles vous allez devoir vous former ou obtenir des agrégations, des choses comme ça? Nous avons dans notre équipe en fait des consultants qui ont travaillé pour le gouvernement. Oui. Bien évidemment, quand on travaille dans le médical, il y a des normes qui sont différentes. Alors il y aura les formations à l'interne dans la société pour pouvoir répondre à ça. D'après les premières discussions qu'on a avec le gouvernement, parce que finalement, le patient va venir là-bas, doit être remboursé par la CNS, c'est tout un système qui doit bien fonctionner. Et nous avons besoin du support du ministère de la Santé, du ministère de l'Économie, pour avoir la validation de faire ce projet. Ok. Et est-ce que le complexe va aussi avoir tout ce qui est partie laboratoire, médicale, ou est-ce que c'est des choses qui sont peut-être trop déconnectées du projet? Je voudrais dire oui, mais je ne sais pas si ce sera le cas. Ok. Mais il me semble logique. Le projet est défini à 80%. Nombre de médecins, type de médecins, tout ça. Ça, c'est clair. Les statistiques luxembourgeois, le Statec est assez précis sur les besoins. Alors, on a une partie basée sur les besoins réels. On a une partie basée qui est surtout la médecine de prévention, où nous-mêmes, on va attirer et apporter des technologies qui ne sont pas trop utilisées au Luxembourg. Je parle de technologie de lumière, je parle d'intégration de AI, je parle d'utilisation de VR dans les analyses médicales, je parle de chambres oxygénées, qui est quelque chose assez répandu en Europe de l'Est, qui fonctionne très très bien. Ici, on a une chambre oxygénée et elle est à Esch-sur-Alzette. Tu peux nous dire ce que c'est, une chambre oxygénée, pour ceux qui ne connaissent pas? En fait, je ne suis pas expert. En fait, c'est une chambre où on va introduire un tel volume, une tel pourcentage d'oxygène, et après, on va baisser cet oxygène. Ça veut dire qu'il y aura une meilleure circulation du sang dans le corps. Le sang va devenir un peu plus fin, aller beaucoup plus profond, et ça a tellement de bienfaits pour la santé. Et ça prend la forme de séances alors ou Alors, selon ce que tu veux prévenir, tu vas avoir plus ou moins de séances. Ok. Mais il y a déjà aujourd'hui sur le marché, je pense qu'il y a 2 sociétés qui commercialisent le produit. C'est des petites cabines avec un générateur d'oxygène à côté. Sauf que il faut un peu de support. L'accès à l'information, aujourd'hui, on va voir un médecin quand on est malade. Ouais. Et on va lui expliquer quel est notre problème. Il va vous aider. En général, ça sera un cachet. Aujourd'hui, en Corée, vous allez dans un hôpital, vous allez mettre votre main sur un appareil. Imaginons, vous avez de la fièvre, vous allez à l'hôpital pour la fièvre, vous faites le premier check automatisé, vous mettez la main dessus, il va donner une première analyse, il va t'envoyer de suite vers médecin X, Y, mais en même temps, il va essayer d'analyser le plus possible et dire « Ah, attention, peut-être il faut aller voir quelqu'un pour votre pression de sang. » Aussi. C'est ces choses-là qu'on veut intégrer là-bas dans le projet, qui vont surpasser un peu la médecine traditionnelle occidentale qu'on connaît. L'upgrader, ça va devenir des... Je crois que à la fin, on va le rendre beaucoup plus efficace. En Chine, à l'époque,
Le médecin était payé par les familles tous les mois. Il avait son salaire pour que la famille restait en bonne santé. Par contre, s'il y avait quelqu'un qui était malade dans la famille, la famille ne payait plus parce qu'il avait mal fait son travail. Alors c'est vraiment très ancien, très basé sur la prévention. Là, c'était la réelle médecine. Ok. Contrairement à guérir des pathologies aujourd'hui. Bon alors Seb, je te propose un petit rituel ici qu'on a introduit. Donc on a capturé un serpent, on a extrait son venin, c'est un venin de vérité. Donc, je vais te proposer de boire un shot de ce venin et puis de nous raconter sans langue de bois une anecdote ou une shit story, ce qui t'est arrivé. Ok, Allez. ok. Hop. Et ça se fait ad fondum. C'est toi qui choisis. Ok, allez. moi, je le sirote. Sur la shit story. On n'a pas encore eu quelqu'un qui a fait une vieille réaction allergique, mais... Non. Je vais essayer de rester un peu dans l'entrepreneuriat. À plusieurs moments au Luxembourg, nous avons beaucoup d'instances où vous pouvez obtenir des subventions, gagner des prix pour des projets, avoir accès à certains budgets, très souvent soutenus par le ministère de l'économie, tout ça. Pendant Covid, d'ailleurs, ils étaient très forts là-dedans. Et ce que je me suis rendu compte, j'ai passé tellement de temps à penser à des produits innovateurs avec lesquels je pourrais décrocher une subvention. Et à chaque fois, après avoir rempli 50 pages avec mon Lux Trust sur My Guichet. Ou la page bug, oui, tu oui, recharges, oui. tu recommences. Je crois, en total, j'en ai fait 7. Et tous les 7 fois, soit la société était trop petite, la société était trop grande, on gagnait trop d'argent, on gagnait pas assez d'argent. L'investissement pouvait que se faire pour quelque chose qui a été déjà démarré. Et j'ai jamais compris. Et pour moi, personnellement, c'est le shit story de la loterie nationale des subventions au Luxembourg. Parce que je ne sais pas qui gagne ces concours. Je sais qu'il y a une personne qui a gagné pendant Covid avec une application pour mieux faire la queue pendant Covid. Non, c'est un peu le plus grand shit story parce que aujourd'hui, la leçon, c'est on fait plus d'applications. On essaie de faire mieux nous-mêmes. Voilà.